Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, voici la vidéo de Vipassana. La voilà enfin. Vipassana, c'est une retraite. Et en fait, je voulais une retraite silencieuse, une retraite de méditation. Et en fait, je voulais vous faire cette vidéo en mettant les petits plats dans les grands, c'est-à-dire je voulais prendre des extraits de leur site internet. Je voulais vous mettre les liens de certains témoignages que j'ai pu avoir, etc. Et en fait, je me suis dit non, je vais vous le faire comme je fais d'habitude. Je vais vous raconter mon expérience et pour mettre en lumière les choses moi qui m'ont alertée et voilà, et vous faire une synthèse en fait de ce que j'ai pu vivre voilà, pour que vous preniez conscience en fait qu'à chaque fois que vous partez faire une retraite quelle qu'elle soit, c'est toujours important d'avoir son bon discernement, d'avoir et d'être vigilant en fait à tout ce que vous entendez. Je vais vous expliquer ça. Je vais commencer par le début. Donc, je suis plutôt guidée en général quand je dois faire quelque chose et il y a quelques mois, j'ai une amie qui me dit d'écouter des vidéos de, je crois que c'était Liv Brunet, et ces petites vidéos de 10 minutes. Du coup, je commence à écouter ça, c'était sympa. Et en fait, le truc, c'est que je tombe sur sa vidéo où il parle du fait qu'il a fait cette retraite silencieuse de Vipassana. Et je me dis, quand je l'entends, je me dis, je veux faire ce truc-là. J'arrête les vidéos, j'arrête l'écoute des vidéos que j'étais en train de faire. Et je me mets à rechercher le site pour savoir comment on fait pour y aller, etc. Donc, on va commencer par là. J'arrive sur le site. Il faut savoir que l'ouverture pour s'inscrire à la retraite, vous avez une date qui est indiquée. La date indiquée d'ouverture est approximativement 3 mois avant la retraite. Donc, l'inscription se fait à 6 heures du matin, donc c'est un jour précis, entre 6 heures et 6h30 du matin. Donc, vous devez être au taquet sur le site pour vous inscrire. Et là, vous avez toute une batterie de questions sur vos pratiques spirituelles notamment. Sur votre état de santé, enfin vraiment on pose des questions. Je me suis dit, pour une retraite silencieuse, ça fait beaucoup de questions, à mon sens un petit peu personnelles quand même. Mais bon, je joue le jeu, je me dis, je veux faire ce truc, machin, j'y vais, je m'inscris. Alors, c'est bien précisé, quand on s'inscrit, en fait, il y a tellement de demandes, je sais pas, je ne suis pas allée vérifier, mais il y a tellement de demandes que, en fait, ça se fait par tirage au sort. Voilà, comme ça, ils font un tirage au sort. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà allées. Et il y a à peu près 27-28 hommes qui sont choisis, qui sont pris, et même chose pour les femmes, à titre gratuit, puisqu'ils expliquent qu'en fait, la première fois qu'on le fait, c'est gratuit, puisque leur but, c'est de partager Vipassana et qu'il y ait le plus de personnes possible qui connaissent cette technique. Je vous expliquerai pourquoi après. Je vais faire chaque chose en son temps pour essayer d'être concise et de rien oublier. Alors, il y a d'autres personnes, bien sûr, qui vont être là. En tout, en fait, on sera 150 personnes. Donc, ça équivaut à peu près à 60 personnes qui viennent 11 jours où ils vont être logés, nourris et formés, initiés à Vipassana gratuitement. Alors, je m'inscris et je ne suis pas tirée au sort. Et je me dis, c'est bizarre parce que quand je fais un truc comme ça, en général, c'est que je dois y aller. Mais bon, c'est pas grave, on me dit, vous êtes sur une liste d'attente, voilà, donc parce que forcément, en 3 mois, bah, il y a toujours des gens qui ont des choses dans leur vie qui font qu'elles vont se désister, annuler, etc.
Donc, il se trouve que je suis contactée 2 jours avant l'ouverture de la retraite, mais moi j'avais bloqué ces dates parce qu'au fond de moi j'étais persuadée que j'allais être appelée. Et effectivement, 2 jours avant, on m'appelle, donc là je suis hyper contente, je me dis: «Oh purée, je vais enfin faire cette retraite silencieuse». J'étais vraiment, mais aux anges, trop contente et tout ça. Donc je prépare ma petite valise, et dans les consignes, en fait, les hommes et les femmes étant quand même sont séparés, mais en fait dans le Dhamma Hall, c'est la salle de méditation. Dans le Dhamma Hall, tout le monde est regroupé. Alors, on a quand même les hommes qui sont installés d'un côté et les femmes de l'autre, mais on arrive par des endroits différents parce que durant la retraite, on ne se croise jamais, sauf à ce moment-là. Donc, il est préconisé dans le règlement, parce qu'il y a un règlement, qu'il faut éviter tous les ornements, donc les petits bijoux, qu'il faut éviter que c'est mieux qu'il est préconisé d'être habillé avec des vêtements amples et allant jusqu'aux chevilles. Donc en fait, il doit y avoir aucun, voilà, on ne doit pas attirer le regard en gros quoi. Donc ni le regard ni l'attention. Donc voilà, donc il y a tout un règlement, comme je vous ai dit, je vais pas, je l'ai pas relu avant de faire la vidéo. Vous pouvez le trouver sur le site et vous verrez donc toute la liste des choses, des contraintes, si on peut appeler ça des contraintes, c'est juste le règlement quoi. Donc sur ce, moi je me prépare à aller à ma retraite silencieuse. Et puis je reçois donc quand je valide l'inscription, je reçois donc le planning. Et en fait, dans mon planning, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'heures de méditation. Alors, c'est-à-dire que les méditations commencent à 4h30 du matin, donc on est réveillé à 4h du matin, et que ça dure jusque 21h. Donc, il y a des moments de pause. Et, et moi, je me dis, bon, euh, moi, je déteste la méditation, mais je me dis, bah, c'est peut-être l'occasion de m'y mettre. Pourquoi pas? Moi, de toute façon, j'y vais pour le côté de retraite silencieuse, donc c'est pas grave. J'irai aux heures qui me conviennent, etc. Lol, en fait, pas du tout. En fait, toutes les heures de méditation sont obligatoires puisque en fait, ce n'est pas que une retraite silencieuse, et même ça passe au second plan, alors que pour moi c'était au premier plan. En fait, Vipassana est le nom de la technique de méditation. Donc là, ça change totalement la donne puisque arrivé là-bas, donc on nous réveille à 4h du matin pour pouvoir être dans la salle de méditation à 4h30. Moi, il se trouve que je suis quand même une bonne élève. J'aime bien respecter, faire les choses et je me dis, tant que je suis là, je joue le jeu. De toute façon, moi, je suis du matin. Bon, même si 4h, ça pique un peu et que je suis plutôt habituée à 7h, mais bon, je me dis, c'est pas grave, une fois que le réveil il a sonné, et moi je me lève, je me prépare et j'y vais. Et donc du coup, je vais vous dire exactement le programme de la journée. Donc en fait, à 4h, on est réveillé. À 4h30, on doit être dans la salle de méditation jusque 6h30. Donc, il y a 2 heures de méditation consécutive. Ensuite, à 6h30, c'est l'heure du petit déjeuner. Pour ceux qui ont l'estomac ouvert à 6h30 du matin, mais bon, vu que ça fait déjà 2 heures qu'on est réveillé, 2h30, il y en a qui ont déjà bien faim. Et en fait, jusque 8h, en fait, c'est la pause. Donc, moi, franchement, le premier jour, au bout des 2 heures, je suis retournée me coucher. Jusque 8h, j'ai dormi. En fait, j'ai pas cherché à savoir si j'avais faim ou pas. J'avais sommeil parce que quand on n'est pas habitué, donc j'ai dormi jusque 8h. Ensuite, de 8h à 10h, encore 2 heures de méditation obligatoire. Et ensuite, de 10h à 11h, il y a 1 heure de méditation qui se fait soit dans notre chambre, soit dans le Dhamma Hall. Et en fait, ce sont les enseignants qui vont dire si on reste ou si on va dans nos chambres. Parce qu'en fait,
Il y a des moments où ce sont ceux qui sont déjà venus qui vont rester et des moments où ce sera les nouveaux arrivants qui resteront parce qu'en fait, ils font par roulement, ils les font venir auprès d'eux pour pouvoir faire un point, si on a bien compris, si on arrive à faire les exercices, etc. Donc, donc potentiellement, ça peut être de 8 heures à 11 heures, donc 3 heures de méditation consécutive. C'est très long. Donc à 11 heures, on va déjeuner et on a 3/4 d'heure pour déjeuner puisqu'après les dames qui s'occupent des cuisines et du ménage sont aussi des personnes bénévoles sur le site qui font les méditations. Donc on est en pause jusque de 11 heures à 13 heures, ouais c'est ça, 13 heures. Et de 13 heures à 14 heures ou 14h30, ça dépend des jours, on va méditer dans notre chambre. Donc voilà. Ensuite, à 14 heures ou 14h30, on va aller dans le Dhamma Hall et on retourne méditer, pareil, jusqu'à l'heure du goûter à 17 heures. En fait, l'heure du goûter, le goûter, on a 2 fruits, on est autorisé à manger 2 fruits et c'est notre dernier repas. Il n'y a pas de dîner. Pour être sincère et honnête, on mange très très bien le midi. En tout cas, pour ma part, c'était végétarien. C'était presque vegan dans le sens où ils proposent quand même du beurre et du miel. Mais c'est tout en termes de ce qui peut venir d'animaux. Donc on est presque dans du vegan et ceux qui sont véganes du coup peuvent tout à fait manger ce qui est proposé. C'était des repas qui étaient originaux et je me suis régalée tous les jours. Moi qui peut avoir tendance à être un petit peu difficile au niveau de la nourriture, là je me suis régalée tous les jours, j'ai tout mangé. Donc voilà, ça c'est important à préciser, la nourriture c'est important. Et par contre, pour ce qui était du petit-déj, parce qu'il y a des jours où j'allais petit déjeuner, bon, moi, j'étais pas très gâtée parce qu'en fait, la seule boisson végétale qu'il y avait de proposer, c'était une boisson végétale au soja qui en plus, je suis pas sûre qu'elle était bio, mais en fait, pour les personnes qui ont eu des cancers hormonodépendants, c'est fortement déconseillé de consommer du soja. Donc du coup, bah, moi, je prenais pas de boisson chaude le matin puisque je bois pas tout ce qui est café, thé. Il y avait de la chicorée aussi, mais comme je la prends avec une boisson végétale, bon, c'est pas grave. Je buvais de l'eau et ça fait tout à fait le job et voilà. Il y avait pour ceux qui voulaient, enfin c'était assez complet hein, pour ceux qui mangent le matin. Il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà. Bon, moi je suis plutôt à l'ancienne, les tartines trempées avec du beurre et de la confiture et donc voilà. Bref, donc ça c'est la petite parenthèse du repas et donc mais j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure quand je vous ferai le détail de chaque jour. Donc voilà le planning, donc jusqu'à 5 heures, donc à 5 heures ensuite, donc on prend le goûter et à 6 heures, on retourne en salle de méditation. Ça me fait rire parce que c'est tellement ouf. Non, parce qu'en gros, j'ai fait le calcul, je crois qu'il y avait 10-11 heures de méditation par jour, quoi. En fait, en fait, on dormait moins qu'on méditait, quoi. Bref, pour moi, c'est un peu lunaire, mais bon, voilà, après chacun son chacun, hein, voilà. Euh, donc à 18 heures, on y retourne et jusque 19h30, donc on médite et non 19 heures. 19 heures, donc là il y avait 1 heure de méditation et là c'était le moment que je préférais puisqu'en fait de 19 heures à 20h30, il y avait le discours de Goenka, qui est donc le Bouddha. Hein. Alors, excusez-moi, mais bon, je mets des guillemets, voilà, parce que moi, j'avais pas entendu qu'il y avait plein de Bouddhas sur cette terre, mais apparemment, quand on a atteint l'illumination, on est un Bouddha, et donc lui a dit qu'il avait atteint l'illumination, donc il est considéré comme un Bouddha.
Donc en fait, on entend son enseignement, c'est lui qui parle, donc ça, il s'en vante énormément sur tous les sites que vous pouvez trouver. Oui, c'est la voix de Goenka, alors oui, ok, c'est sa voix, mais bon, concrètement, les enregistrements sont catastrophiques. Le son, on l'entend se racler la gorge, on l'entend tousser, on entend les gens tousser, éternuer, on entend tous les bruits environnement, c'est hyper désagréable, le son est mauvais. Donc c'est un Indien qui parle anglais. Donc pour ceux qui parlent, qui viennent et qui parlent anglais, bon, je ne sais pas s'ils comprennent. Moi, je ne sais pas, parce qu'il y avait quelqu'un en fait qui faisait la traduction en français. Donc en fait, on avait les deux sons, comme on dit les deux sons. En fait, voilà, on avait parce que c'était important qu'on entende que c'était le vrai discours de Goenka, etc. Bon. Voilà, bon, moi je vois pas l'utilité, surtout qu'il y avait des moments où il y avait des chants et il n'est pas du tout chanteur. On a des Lama Gurmé qui chantent très très bien et qui auraient pu faire ça à merveille. Et c'est pas parce que enfin, je veux dire, il a pas, c'est pas comme s'il avait une voix qui allait guérir ou qu'il allait apporter quelque chose de plus. Bon, c'est leur choix. Ils ont fait le choix de dire on garde les enregistrements originaux même s'ils sont de piètre qualité, bon, voilà, c'est leur choix. Mais bon, du coup, ça dure 2 fois plus de temps parce que on l'écoute parler lui en anglais, donc moi j'y comprends rien. Et après, on attend qu'il ait fini pour que le français fasse la traduction. Donc voilà, ça dure des plombes. Donc ça dure 1 heure et demie en fait le discours. Et donc moi j'attendais impatiemment parce que je me disais enfin on va entendre quelqu'un parler. Et puis bon, je vous raconterai au fur et à mesure, mais moi j'aimais bien les petits discours parce que c'était sympa, il y avait des anecdotes sympas, pertinentes, etc. Donc j'aimais beaucoup ce moment-là. Donc ça durait jusqu'à 8h30 et à 8h30 on avait encore une demi-heure de méditation et jusqu'à 21 heures et ensuite on pouvait aller se coucher. Donc en fait, eux, ils ont positionné le fait de poser des questions sur le discours ou autre à 21 heures. Donc en fait, moi je vais être honnête, hein, je vais vous le dire tout de suite, en fait on est tellement au bout de notre vie, on est tellement fatigué qu'en fait les questions, on se dit on s'en fout, on file se coucher. Moi ça sonnait à 21 heures, à 21h03 je dormais quoi, j'étais épuisée. Donc du coup... voilà, ça c'était le planning d'une journée. Ensuite, il faut savoir que donc le lieu, comment il est fait, en fait, on a un parcours où il y a donc des bâtiments avec des chambres individuelles pour les personnes qui sont déjà venues. Les personnes qui viennent pour la première fois sont, c'est pas des dortoirs parce qu'on a des petites, pour moi c'est comme des petits box, c'est des petites chambres individuelles où on a juste notre lit, notre table de chevet, notre porte-manteau, etc. Et, pour moi, c'est suffisant pour ce que c'est faire. De toute façon, on n'est que pour dormir, donc il n'y a pas besoin d'avoir une pièce de 30 mètres carrés. Les douches et les toilettes sont collectifs et donc, enfin voilà. Mais comme on n'est que entre filles, enfin voilà, pour moi, il y a pas de, c'était pas du tout gênant. Et donc, en fait, on peut se balader pendant les moments de pause. Sur ce côté-là de notre parcelle, on va dire, et on a un petit bout de forêt aussi. Alors, je tiens à parler de cette forêt quand même parce qu'elle m'a énormément surprise. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Je suis rentrée dans cette forêt et en fait, je marchais dedans et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit: «Il y a un truc qui va pas dans cette forêt. Qu'est-ce que c'est?» Et donc je m'arrête, j'observe et tout et je me dis: «Purée, cette forêt est morte». En fait, c'est la réflexion qui m'est venue. Il n'y avait pas un oiseau qui chantait. J'ai dû voir 2 mouches et par contre, il y avait des petits scarabées bleus, tout petits qui se baladaient des fois ou qu'on voyait s'envoler. Mais sinon, je j'ai jamais vu ça, une forêt où il n'y a pas d'oiseaux. On ne les entendait pas et c'était que la même variété d'arbres. Il n'y avait pas de sapin, c'était que les mêmes arbres. Mais je ne cache pas quand même que ça fait du bien d'avoir un espace vert où on peut aller se ressourcer, où on peut aller marcher. Pour moi, c'était ma bouffée d'oxygène, quoi. Donc, en fait, ce qui se fait, c'est que donc moi j'ai choisi de prendre la navette pour y aller, parce qu'il y a une navette au départ je crois que c'est Porte d'Orléans à Paris. Et en fait, en 2 heures, on y est et c'est 50 € l'aller-retour ou si on prend que l'aller ou que le retour, 35 €.
Donc moi j'avais pris l'aller-retour direct parce que si j'y vais avec la navette, je vais pas revenir à pied. Donc voilà. Et donc du coup moi j'avais pris d'office l'aller-retour et c'était vraiment plus simple, etc. Et en fait moi dans ma tête je m'étais déjà mise dans le mood de, elle va être longue la vidéo. Là je vois le temps. Je m'étais déjà mise dans le mood de comment dire, je suis en silence. Donc, je calcule pas les gens. Je commence à vider un petit peu tous mes messages. J'avais prévenu tout le monde que bon, je vais éteindre mon téléphone parce qu'en fait, ils nous expliquent que quand on va arriver, ils prennent les téléphones, les livres. En fait, on ne doit avoir aucune distraction extérieure. Donc, pas de livres, pas de quoi écrire, pas de papier, pas de stylo, pas de téléphone, pas de musique, rien. Voilà. Donc en fait, moi, je joue le jeu jusqu'au bout. J'arrive sur place, je m'inscris et en fait, le monsieur donc me dit voilà, bah, tes affaires personnelles. Et là, moi, j'oublie d'éteindre mon téléphone. J'avais fait exprès d'avoir de la batterie en me disant bah, comme ça, quand je le rallumerai dans 10 jours, bah, j'aurai de la batterie pour le retour. Mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Et en fait, au bout de 2 jours, je me suis dit mince, mais mon téléphone va être parce que j'ai tilté, que j'avais oublié de l'éteindre, il va être totalement déchargé, tout ça, bon, tant pis. Et du coup, bah, tout le monde laisse ses clés, ses sacs, ses affaires, etc. Et en plus, après, on va s'installer donc dans notre petite chambre. Et ensuite, donc vu qu'on arrive, il est à peu près 4h30. En fait, bah, on attend 18h parce que, ou c'était, non, 19h, parce qu'en fait, on nous explique que, en fait, on va nous servir un souper à 18h. Donc là, ce jour-là, on a eu une soupe qui était délicieuse le soir. Et oui, la nourriture, c'est important. Et en fait, à 19h, donc on devait tous se retrouver dans le Damaoul. Et en fait, là, du coup, moi, je me balade et je vois bon, qu'il y a des filles qui parlent entre elles, etc. Et en fait, je me rends compte que bah, y en a qui sont en legging, qui arrivent à la moitié des chevilles et tout ça. Et j'entends, en fait, parce que du coup, on entend, vu que voilà, j'étais un peu toute seule. Et en fait, je l'entends dire à quelqu'un oh, moi, c'est pas la première fois que je viens et à chaque fois je viens en legging, on m'a jamais rien dit. Alors je me dis ah ok d'accord et puis effectivement je vois qu'il y a des filles qui ont plein de bijoux etc. Alors je me dis ok alors moi j'avais tout enlevé mais bon ok bon moi je m'en fous comme je vous dis moi je suis la bonne élève je me suis dit j'y vais et je joue le jeu quoi. Et en fait, là, il y a une personne qui vient à ma rencontre et en fait, c'était ma voisine de chambre. Et donc, elle me dit, ouais, tu l'as déjà fait. En fait, on commence à discuter, à sympathiser et du coup, voilà, on parle gentiment en attendant que la suite. Voilà. Ensuite, on arrive donc après le dîner, on arrive donc dans le Dama Hall et en fait moi quand on a des handicaps ou autres, ils nous donnent une chaise ou enfin voilà, ils nous donnent quelque chose qui est adapté pour ceux qui ne peuvent pas rester en tailleur pendant des heures, ce qui était mon cas. Donc moi j'ai eu une petite chaise, j'étais vraiment très confortable, etc. Et donc j'étais tout au fond, du coup je me suis retrouvée tout au fond de la salle, puisque donc ça fait des lignes comme ça. Et donc j'étais le plus éloignée possible de l'enseignante qui était donc à l'autre bout. Et moi, enfin, dites-vous, il y a 10 rangées devant moi de personnes. Donc ça fait à peu près 1,50 m par personne. Donc j'étais vraiment très très loin de l'enseignante, mais tout près de la porte. Donc ça c'était quand même assez pratique. Et donc, du coup, voilà, donc on s'installe. Et là, donc, on nous explique que Vipassana, donc, est cette technique de méditation. Et alors là, voilà, le début de l'histoire. Oui, l'intro a duré un peu longtemps, mais du coup, maintenant, je vais vraiment vous raconter comment ça s'est passé pour moi. En fait, et puis c'est bien parce que comme ça s'est passé il y a un mois maintenant, je vais vous raconter vraiment l'essentiel et je ne vais pas aller sur des petits détails, même si voilà, j'aime bien les détails pour que vous sachiez bien ce qu'il en est. En tout cas pour ceux qui voudraient le faire et qui auraient la patience d'écouter cette vidéo. Voilà.
En fait, là, on nous explique que Vipassana donc, est une technique de méditation qui permet d'accéder à la libération de notre souffrance et de notre misère. Moi, j'entends ça, je me dis, what? Ok. Alors, du coup, la technique consiste en quoi? Donc, c'est une technique de méditation, on a les yeux fermés. Et le but, c'est de rester immobile, vraiment donc une immobilité impeccable, euh, durant donc durant ces 10 heures de méditation, pas continue, mais voilà. Alors, les 3 premiers jours, en fait, on nous demande de nous concentrer sur le triangle qui est ici. On nous demande de concentrer toute notre attention ici sur ce qu'on ressent, les picotements, l'air qui rentre ou qui sort, enfin, peu importe. On doit être concentré là-dessus, ça a duré 3 jours. Donc en fait, concrètement, moi qui déteste méditer, je me suis dit non. Alors l'avantage, c'est que on a les yeux fermés et qu'ils savent pas ce qui se passe dans nos têtes. Donc en fait, moi, j'ai fait ça au début, et puis après, je me suis dit, en fait, moi, ça me gonfle de 3 jours à faire ça, non, en fait, non. Et en fait, pour ma part, encore une fois, c'est mon expérience. En fait, moi, une fois que j'ai capté que, ok, je pouvais rester mon attention là-dessus, mais après, ça m'intéressait pas. Du coup, j'ai commencé à avoir des pensées qui venaient et des pensées, on va dire, qui n'étaient pas forcément des pensées, je dirais, à traiter. Voilà, c'est comme un dossier à traiter. Et donc là, j'avais une pensée qui venait, je la traitais, il y en a, et hop, ça disparaissait, comme si ça y est, ça s'était fait, c'était disparu. Et du coup, j'en avais une autre. Et en fait, j'ai fait ça pendant 3 jours. Et en fait, pendant 3 jours, en fait, c'est comme si j'avais nettoyé mon cerveau. Donc, c'était super, du coup, parce que ça m'a permis de faire ça. Donc, j'ai compris pourquoi j'y étais allée, moi. Et en fait, au bout du 4e jour, l'exercice change. Et en fait, on nous demande de poser notre attention sur ici, là, la fontanelle, et pareil, de capter les ressentis. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est des picotements? Enfin voilà, peu importe. Vous avez compris le thème. Une fois qu'on a fait la fontanelle, on reste et que par exemple si je sens, je sais pas, des fourmillements, ben en fait je dois observer ces fourmillements pendant 1 minute en toute équanimité. Alors ça, c'est le mot qu'on va entendre pendant 11 jours, l'équanimité. Alors, pour moi, au début, moi, vu que j'écoutais pas trop ce qu'il fallait faire, j'écoutais l'exercice, mais après les explications, j'écoutais pas forcément parce qu'encore une fois, bon, ça m'intéressait pas plus que ça. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, ce que j'ai compris, en tout cas, ce que j'avais compris de l'exercice, c'était que je devais observer cette sensation sans la juger. C'est-à-dire ne pas juger si elle est bonne, mauvaise, agréable, désagréable, etc. Donc, moi, on me dit de le faire, je le fais. Je suis un peu bête et disciplinée quand on me donne un exercice. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait la fontanelle, on va faire tout le cuir chevelu, toute la tête, le bras gauche, le bras droit, le torse. Enfin voilà, on fait tout le corps au final jusqu'aux pieds. Ensuite, le lendemain, on va faire tout le corps et retour. Et après, on va faire tout le corps, retour, côté gauche, côté droit. Voilà. Et donc, ça, c'est les exercices qui durent toute la journée, qu'on doit faire, sur lesquels on doit se concentrer justement et poser son attention. Donc, voilà, je vous explique ça parce que c'est la technique de méditation Vipassana qu'on nous apprend. Mais moi, les choses sur lesquelles je veux vraiment aller, ça va être les choses justement qui m'ont posé souci, comme je vous disais, qui ont pu me déranger un petit peu. Alors, il faut savoir que donc on n'a pas le droit de parler, c'est une chose. Retraite silencieuse, moi c'est ok pour moi. Mais il y a une différence entre retraite silencieuse et le fait de ne pas se regarder. Quelqu'un vous ouvre la porte ou vous ouvrez la porte à quelqu'un, si vous faites un sourire,
pour dire merci, parce que vous dites pas merci, mais juste faire un sourire pour remercier la personne de vous avoir tenu la porte, on vous jette un regard de la mort qui tue, genre non mais d'où tu m'as regardé quoi. C'est un truc, c'est waouh et j'ai trouvé ça hyper violent parce qu'en fait du coup on ne doit pas se regarder non plus. Et je me dis bon ça y est, ok retraite silencieuse, méditation, on n'est pas des animaux non plus. À un moment on peut se regarder, se faire un sourire, ça va pas en fait casser le truc de la méditation vipassana, faut arrêter quoi. Moi je me suis dit c'est quoi ce délire n'importe quoi. Enfin bon ça m'a un petit peu saoulé quoi ce truc là. Donc les filles, donc bah, je dis les filles parce que je suis du côté des filles, hein, bien sûr, mais apparemment du côté des garçons c'est pareil des commentaires que j'ai pu lire. Euh, En fait donc les garçons, les filles, en fait quand on se balade, en fait on peut dire que pendant les heures de pause on est à Zombieland. Alors je reprends le terme de quelqu'un parce que c'est exactement ça. En fait, c'est zombieland, c'est-à-dire que tout le monde marche, on se croirait en prison même, tout le monde marche à 2 mètres d'écart, faut pas être trop près parce qu'il faut pas qu'on ait un regard qui se croise. Tout le monde regarde par terre parce qu'il faudrait pas qu'on croise un regard non plus. Enfin, j'ai dit, non mais moi, pour moi, c'était la déprime. Alors, ce que j'ai fait, je me dis s'ils le savent, ils vont faire une surveillance extrême. Mais bon, voilà. Concrètement, moi, les moments de balade à l'extérieur, moi, je me mettais dans ma chambre au repos. Et en fait, j'attendais les moments de méditation dans la chambre, voilà, qui étaient dans la chambre, pour aller me balader dans la forêt où j'étais toute seule parce que je préfère être seule plutôt que de croiser des zombies ou des nanas qui vont me jeter des regards, de la mort qui tue. À un moment, en fait, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout des 3 jours, toutes mes pensées traitées ont disparu. Il n'y en avait plus. Et en fait, je me suis mise en mode créativité. Et du coup, je devais faire des tableaux, des attrape-rêves. Et en fait, j'ai commencé à les checker un par un, à voir tout ce que je devais faire, comment je devais mettre les perles, comment je devais les faire, etc. Et en fait, j'étais en mode créativité. Alors, ce qui s'est fait, c'est que j'ai commencé même là-bas, en fait, à avoir envie de créer. Et je me suis dit, je vais rendre cette forêt un petit peu plus vivante. Et donc, je faisais, ça s'appelle du green art. Enfin, voilà, c'est de l'art, en fait, dans la nature. Vous avez sûrement déjà vu ça. Je prends en fait des petits cailloux, enfin des gros cailloux. Je vais prendre des fleurs qui sont tombées, qui sont mortes. Je vais prendre en fait tout ce qui fait partie de la nature, mais qui est en train de mourir. Et en fait, je vais faire des décorations avec. Et donc voilà, je fais des petits amoncellements de pierres, enfin je fais des spirales, j'y rajoute des fleurs, enfin voilà, je fais des petites décorations. Et en fait, ça donnait de la vie à cette forêt. Et en fait, et ben, très rapidement, il y a des personnes, ou une personne en tout cas, qui a démoli tout ce que je faisais. Et je me suis dit, waouh, on est censé être ici dans un truc un peu spirituel et tout. Et en fait, je me dis, les gens ont un fond, je me dis, mais c'est quoi ça? Enfin, en quoi ça dérange de voir quelques cailloux empilés ou dans une jolie forme, etc. Je me suis dit, bon, il y en a qui ont vraiment besoin d'être ici apparemment. Ils ont encore beaucoup de cheminement à faire. Et je suis pas sûre que les 11 jours leur suffisent. Oui, je juge. Parce que non, mais parce que c'est d'une violence. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Il y avait des pommes de pin sur un tronc d'arbre qui avaient été placées. La personne, elle les a prises une à une, elle les a balancées dans la forêt à un endroit où on n'avait pas accès. Je me dis, mais il faut se détendre un petit peu les gens, quoi. Bref, donc ça, voilà. Donc c'est vrai que moi, il y avait quelques personnes qui parfois lâchaient un sourire et ma voisine de chambre en fait on était en fait dès le premier jour en fait je l'ai entendue prendre des médicaments et elle m'a dit je commence à être malade etc. Du coup moi j'avais des huiles essentielles, j'avais des choses que je lui ai données et en fait on a commencé un petit peu à parler, mais on a vraiment chuchoté, on parlait pas toute la journée, mais du coup on a pu commencer un petit peu à échanger et j'ai du coup rapidement compris pourquoi on ne devait pas parler. En fait, il se trouve que les 3 premiers discours, comme je vous ai dit, étaient vraiment sympas. Ils étaient un peu funky, détente, etc., avec des petites blagues. Enfin, franchement, moi, je me dis, ah cool, le soir, j'aime bien ce moment-là parce qu'il y a des anecdotes sympas et tout.
Et en fait, au 4e jour, là, le discours a changé. Et ce que j'ai entendu m'a heurté quelque part, m'a dérangé profondément. Et c'est là qu'en fait mon bon discernement s'est mis en action, quoi. Et j'ai eu des warnings de attention là, attention ce que tu entends là, il y a une programmation qui est en train d'être faite et c'est pas du tout ok. En fait, on nous explique qu'on est des êtres de souffrance et de misère. Alors déjà, moi, je peux pas entendre ça. Je suis désolée, mais je n'estime pas être un être de souffrance et de misère, et je n'estime pas mes congénères non plus comme ça. Euh, je trouve ça incroyable de pouvoir dire à 150 personnes, vous êtes des êtres de souffrance et de misère, et que tout le monde trouve ça ok. Donc vraiment, moi voilà, ça m'a beaucoup dérangée. Je ne m'estime pas comme ça. Enfin voilà. Et en fait, il explique que donc sa technique qu'il a créée permet de nous libérer de notre souffrance et de notre misère, comme ça a été le cas pour lui. C'est pour ça qu'il a atteint l'illumination et qu'il a pu voir ses vies antérieures. Alors je me dis, ok, très bien. Alors si l'illumination, c'est voir ses vies antérieures, franchement, moi, j'en ai rien à faire. C'est quoi l'intérêt? Je j'ai pas compris. Je capte pas pourquoi ça serait un truc. Et en fait, il nous explique dans ce discours-là qu'en fait, lui a réussi à atteindre ça, mais nous, on va pas y arriver. En fait, nous, concrètement, on est, comment dire, comment il a dit? Il a dit, en fait, vous allez essayer pendant toute votre vie. Si vous, vous avez peut-être des chances d'y arriver, mais franchement, n'y croyez pas, quoi. Et je me dis, mais alors attends, c'est quoi son concept? En fait, on vient, on fait cette technique dans l'espoir de potentiellement se libérer de notre souffrance et de notre misère, mais bon, on n'a pas trop de, faut pas avoir trop d'histoire parce que bon, nous, on n'est pas des bouddhas, quoi. Je me suis dit, mais attends, on est où? C'est quoi cette technique? Me dit, non, attends, il y a des milliers de techniques. Et du coup, j'ai compris le pourquoi, parce que moi, j'avais mis que je faisais de l'hypnose, et en fait, ils nous interdisent, tous ceux qui ont des pratiques alternatives ont interdiction de les faire. Donc, on n'a pas le droit de faire de gym, on n'a pas le droit de faire de sport, on n'a pas le droit de courir, on n'a le droit de rien faire. Et donc, j'avais mon autre voisine qui, elle, était prof de yoga, et on lui a dit, vous avez interdiction de faire du yoga pendant Vipassana. Donc, vraiment, c'est abstention de tout. Et donc, du coup, je me dis, mais il y a plein de techniques qui permettent de se libérer de souffrances émotionnelles, de traumas, etc., qui sont, on va dire, assez rapides. Et là, en fait, cette technique, on doit la faire pendant toute notre vie et on n'est pas sûr de s'en libérer. Bah, ok, bah, excuse-moi, mais je vais passer mon chemin, en fait. Qu'est-ce que je vais perdre? Donc, ok, là, en fait, il donne un petit aperçu parce qu'on aura fait une centaine d'heures de méditation, mais en gros, voilà. Et après, moi, j'en ai parlé à ma voisine. Je lui ai dit concrètement, quand tu vas rentrer chez toi, tu penses que tu vas faire Vipassana combien de temps par semaine ou par jour? Peut-être parce que le but, c'est quand même de faire tous les jours. Elle m'a dit, oh, bah, si j'ai le temps de faire 30 minutes par semaine, c'est déjà bien. Je lui dis, mais tu te rends compte? Donc en fait, il te dit que déjà à la base, tu as pas beaucoup de chances de y arriver et toi, tu penses qu'en une demi-heure là, par semaine, en fait, c'est quoi l'intérêt d'apprendre cette technique? Enfin, voilà, moi, il y a un truc qui m'a échappé là, hein, vraiment, parce que c'est quoi cet ego aussi de dire, parce que là, en fait, j'ai commencé à avoir l'ego de Goenka, de dire, parce qu'en plus, on lui attribue cette technique, alors que la technique, elle existe depuis avant lui. Mais lui, il l'a remis à la mode et justement, il en a fait ce que c'est devenu aujourd'hui, parce qu'il y a des centres Vipassana dans toute la France et dans le monde entier. Donc, du coup, moi, quand j'entends ce discours, déjà, là, je commence à avoir un truc qui me dit, je suis pas d'accord. Et puis, en plus, il raconte des histoires, son histoire, soi-disant, parce que du coup, après, je me suis rendu compte que l'histoire ne tenait pas du tout la route. Donc, il donne des extraits, des exemples de sa vie. Oui, je suis née, donc c'était un prince, je suis née un prince, je suis née là, il s'est passé ça, j'ai commencé à méditer à 5 ans, machin. Et en fait, quand on écoute les histoires, au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas cohérent, il y a un truc, il y a un fil conducteur qui ne tient pas la route. Mais en fait, je me suis rendu compte que le discours, comment il est fait? Le mec, il parle pendant 1 heure et demie.
Et pendant 1 heure et demie, on vous dit, vous êtes des hôtes de souffrance, de misère, etc. Et en fait, il y a une programmation qui se fait. Et c'est là que ça me dérange, en fait. C'est là que le discours, il a commencé à me déranger, c'est au 4e jour, parce que j'ai entendu la programmation qui était en train d'être faite. Et là, j'ai dit, oh purée, ça va pas du tout, quoi. Et en fait, je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est le 5e jour. Ouais, c'est le 5e jour. Le 5e jour, en fait, moi, je commence à sentir que c'est plus OK que je sois là. Il y a un truc qui me convient pas. Et en fait, l'enseignante avait dit au début, les 2 jours les plus difficiles sont le 4e jour et le 6e jour. Et donc, effectivement, le 4e jour venait de se passer et c'est là que j'ai mes warnings. Mais du coup, je comprends parce que c'est pas que c'est difficile physiquement, au-delà que ce soit physiquement difficile, mais aussi parce que je pense qu'il y a un rejet du cerveau qui dit attention, attention. Et là, il faut pas l'écouter, cette petite voix, pour eux. Il faut pas qu'on l'écoute. Du coup, ils disent attention, vous devez pas partir ce moment-là. C'est là que c'est le plus difficile parce qu'en fait, moi, je suis assise sur ma chaise, mais les autres personnes qui sont sur leur en tailleur doivent rester immobiles pendant toutes ces heures. Sauf qu'au bout du 4e jour, ben justement, il y a des douleurs qui sortent. Et en fait, ils expliquent que c'est normal, que ce sont les douleurs de notre souffrance, puisqu'on est des êtres de misère, qui sont en train de s'exprimer, de sortir, et qu'on doit les combattre en sorte qu'on reste immobile, et en fait on doit vivre cette souffrance pendant des heures et des heures. Alors moi qui suis à chercher toutes les techniques que je peux pour éviter la souffrance, là on vous dit vous devez transcender cette souffrance et vous allez souffrir pendant des heures, vous allez avoir mal au dos, au cervical, aux jambes, machin truc, mais vous devez rester assis et immobile. Et je vais vous dire que si vous bougez, il y a la police des polices qui arrive. Hein. Même pour vous dire, c'est qu'il y a des personnes, des fois, qui n'étaient pas là à l'heure pour la méditation, on va les chercher. Il y a l'assistante de l'enseignante et de l'enseignant, ils ont tous les deux un assistant et une assistante qui check que tout le monde est à sa place à l'heure. Sinon, on vient vous chercher parce que vous n'avez pas à ne pas être là. Vous êtes là pour faire Vipassana, vous êtes là, vous êtes logé, nourri, donc vous devez obéir. Voilà. Donc, moi, en fait, franchement, pour être honnête, l'exercice d'immobilité, je l'ai bien aimé et je l'ai fait très facilement. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et je continue à le faire maintenant que je suis rentrée chez moi. Voilà. Donc, en fait, je dénigre pas toute cette technique. Après, c'est toute la programmation qui est en amont. C'est-à-dire que le fait de méditer, moi, je suis OK. Le fait que, voilà, la notion d'immobilité, elle est hyper intéressante, mais je vous ferai une autre vidéo pour vous en parler parce que celle-là, elle est déjà assez longue. Mais voilà, en fait, ça, c'est assez important parce que cette notion d'immobilité, elle a une raison d'être. Voilà. Mais pour moi, souffrir, c'est pas OK. Et donc, en fait, le truc, c'est que les douleurs arrivent au 4e jour et en fait sont à leur apogée au 6e jour. C'est pour ça qu'ils disent que c'est les 2 jours les plus difficiles. Et apparemment, donc ça, c'est ce que j'ai entendu dans une vidéo parce que je ne suis pas allée jusque-là. Le truc, c'est que apparemment, au 6e jour, les douleurs s'en vont. Et donc, on peut rester pendant des heures assis dans la même position sans douleur. Donc, voilà. Donc au 5e jour, j'avais moi particulièrement mal à ma hanche. J'avais un peu bougé pendant la méditation du matin. Et puis en fait, au bout d'un moment, ça faisait plus de 2 heures qu'on était en méditation, les yeux fermés. Et donc au bout d'un moment, j'ai ouvert les yeux, puis je regardais un petit peu parce que je trouvais ça beau. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est dans la contemplation. J'aime regarder, j'aime voir justement la beauté autour de moi. Et donc là, j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé. En fait, je regardais toutes ces personnes qui étaient immobiles et tout ça, et je trouvais ça joli. Du coup, j'ai été dans cette observation avec plaisir. Et voilà, ça a pas duré. J'ai pas gardé les yeux ouverts pendant 1 heure non plus. Et en fait, quand ça a sonné et qu'il était temps en fait de retourner, de faire la pause, donc moi je vais aux toilettes, hein, voilà.
Et là, à la sortie des toilettes, m'attend l'assistante. Et elle me dit: «Michel, l'enseignante voudrait te voir» et je dis: OK, je peux me laver les mains ou ça se passe comment?» parce que j'ai trouvé ça un petit peu quand même, limite de venir me chercher aux toilettes, en fait, ils auraient tout à fait pu attendre, elle aurait pu attendre au moins que je revienne et cetera. Bon bref, c'est elle l'a pas fait qu'à moi, hein, c'était leur façon de procéder. Quand l'enseignante veut voir un élève, c'est tout de suite et il faut pas la faire attendre. Donc du coup, je suis allée la voir dans son bureau. Et là, donc elle me pose la question, «Est-ce que ça va? Est-ce que tu y arrives?» Alors je lui dis: «Oui, moi il y a pas de souci», enfin voilà. Après je lui raconte pas les détails parce que je sais pourquoi je suis là et que si je vais pas dans son sens, voilà, je vais en entendre parler et donc du coup, moi je me dis: «Bon, je prends ce que j'ai à prendre et puis voilà». Et elle me dit: «Oui, parce que, j'ai vu que tu bougeais beaucoup». Je lui dis: «Bah, en fait, j'ai un petit peu mal à ma hanche aujourd'hui». Alors, c'est vrai que le temps avait changé, alors je lui dis: «Peut-être que je suis comme les personnes âgées et que, quand le temps change et bah, j'ai mal, j'en sais rien», enfin voilà. Et elle me dit: «Oui, mais bon, j'ai vu aussi que tu avais les yeux ouverts» et là, je me suis dit: «Purée, elle a des yeux de lynx» parce que quand même, je suis à l'opposé et je lui dis: «Oui, genre et?» Mais en fait, voilà, on peut même pas avoir les yeux ouverts 5 minutes. Elle me dit: «En fait, tu dois avoir les yeux fermés tout le temps». Et elle me dit: «J'ai remarqué que quand tu rentres dans le Dhamma Hall, tu fermes pas les yeux, tu médites pas tout de suite». Et je lui dis: «Bah non, j'attends que tout le monde soit rentré parce que tout le monde rentre, s'installe, pose ses coussins, machin, tout. Moi, j'attends que tout le monde soit installé et je vais pas commencer à méditer alors que là, ça rentre, ça sort, j'ai la porte derrière qui s'ouvre, qui se ferme». Elle me dit: «Ah si, en fait. Si, si, en fait, tu dois fermer tes yeux et méditer tout de suite». Je lui dis: «Bah, moi, je préfère attendre». Elle me dit: «Non, mais en fait, si tu attends, c'est que genre, il y a un truc que tu veux pas, il y a une chose à laquelle tu veux pas te confronter, que tu veux pas affronter et tout». Je me dis: «OK, la psychologie de fond de tiroir, merci». Donc, ça, je me dis: «Bah, ça n'a rien à voir», surtout que moi, je faisais pas le protocole comme il l'entendait. Donc, du coup, voilà, c'est pas grave, je la laisse parler. Et elle me dit: «Est-ce que tu as compris, ce que c'était que l'équanimité?» Donc, on en revient au fameux mot d'équanimité. Et donc, je lui dis: C'est quoi déjà?» Parce que en fait, j'avais compris l'exercice, mais j'avais pas mis le mot sur comment ça s'appelait. Et elle me dit: «Non, mais toi, t'as compris quoi?» J'ai horreur qu'on me renvoie une question par une question. Bon, bref, je lui dis: «Je sais pas». Et elle me dit: «En fait, c'est la capacité, en fait, d'être dans le non-jugement, donc de cette sensation, de pas dire qu'elle est bonne, mauvaise, que ça fait mal ou que c'est agréable». Et donc là, je lui dis: «Bah oui, enfin, moi, vous me dites de le faire, je le fais». Donc, et là, elle me regarde comme ça et elle me dit: «Michel, tu ne sais pas le faire. Parce que si tu savais le faire, tu serais Bouddha. Donc en fait, tu ne sais pas le faire». Et je me dis: «Mais, mais je comprends pas en fait. Pour moi, si je te dis que je sais le faire, et je me dis, si toi tu sais pas le faire parce que ça fait des années que tu fais Vipassana et que tu n'es pas capable de dire cette sensation, d'être neutre sur ta sensation, c'est ton problème. Mais pour moi, j'ai pas de souci à faire cet exercice. Alors bon, je vous l'annonce, peut-être que je suis un Bouddha». Non, mais voilà, enfin, vous voyez le genre de discours qu'on a, c'est pas possible en fait. On peut, pour moi, c'est comme si vous disiez à un enfant à l'école: «Bon, on va vous apprendre à lire, à écrire, vous allez apprendre l'alphabet, mais on vous prévient, hein, vous saurez jamais lire et écrire en fait, hein. Vous allez pouvoir écrire quelques mots, mais vous pourrez jamais écrire des phrases». Mais c'est quoi en fait le truc, le délire là? Moi, enfin, voilà, bon, moi, plus ça allait, moins ça me convenait. Et en fait, là, je vais, c'est l'heure de la pause. On refait une méditation, c'est l'heure de la pause. Et en fait, là, je suis allongée dans mon lit. Et en fait, ma petite voix à l'intérieur, elle me dit: «Michel, maintenant, il faut que tu partes. Il est temps de partir, en fait». C'est comme si, en fait, là, ça avait été trop pour moi. La programmation du discours de la veille, la réflexion du matin,
la technique là, enfin voilà, et puis ce côté avec cette personne qui détruisait tout ce que je faisais, enfin, il y avait un truc qui était malsain, une énergie qui me plaisait plus, j'y suis allée avec la joie au cœur de pouvoir faire ça et tout. Et en fait, l'énergie, elle était vraiment plombante. Même les dames qui faisaient la nourriture, elles avaient des regards, mais je me disais, mais enfin, sans déconner, quoi. Enfin, on pouvait même pas leur faire un sourire pour faire un merci du repas parce que c'était vraiment, il fallait surtout pas les regarder, quoi. Je trouvais ça vraiment, c'était trop, en fait. Et donc, en fait, au bout de, donc voilà, donc là, je suis allongée et je me dis, il est temps que je parte. Il faut que je parte d'ici. Et je dis à mon âme, je dis, trouve un moyen, peu importe lequel, pour que je puisse partir d'ici. Donc l'heure se termine et là je sors de ma chambre. Ah ouais, faut que je vous dise ça, c'est important. Je sors de ma chambre et là je vois ma voisine de chambre avec une énorme écharpe, les yeux rouges et tout, et je lui dis qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Et elle me dit non, je crois que je suis malade, tout ça. Elle me dit je crois que je vais rentrer. Alors là, moi tout de suite je me dis attends, je lui dis t'habites où? La fille intéressée. Elle me dit bah, je suis sur Paris. Et dans ma tête, je me dis mais je l'ai pas vue dans la navette. Je lui dis mais t'es venue avec la navette? Et puis elle me regarde, elle me dit ah non, je suis venue avec ma voiture. Et là en fait, je dis merci. Et je lui dis bah, est-ce que si tu rentres, tu peux me ramener sur Paris parce que j'ai envie de rentrer aussi. Elle me dit ouais, il y a pas de souci, je partirai pas sans toi, t'inquiète, machin. Il faut savoir que cette fille la veille et son corps a crié, c'est pour ça qu'elle était malade à mon sens, parce que la veille en fait, elle savait que sa meilleure amie enterrait sa grand-mère et elle a demandé à avoir son téléphone pour envoyer un message de réconfort à son amie et on lui a dit non. Et là, en fait, j'ai été très choquée aussi. Je lui ai dit, mais en fait, à quel moment, déjà, premièrement, tu demandes, parce qu'en fait, c'est ton téléphone, donc pourquoi tu demandes? Tu dis, donnez-moi mon téléphone, j'ai un message à envoyer. Et deuxièmement, euh, en fait, si tu veux récupérer ton téléphone, tu le récupères. En fait, tu dis, donnez-moi mon téléphone. T'as pas à demander qu'on te le donne, puisque c'est à toi. Et en fait, c'est là que je me suis dit, en fait, on se fait tous avoir à donner nos téléphones. Je me dis, mais en fait, on est des adultes, on peut très bien ne pas se séparer avoir notre téléphone dans notre sac et ne pas s'en servir, en fait. Mais en fait, comme on est dans le truc, on le donne. Et donc, du coup, il faut savoir aussi que les enseignants appelaient les chambres des nouvelles personnes arrivées pour les 10 jours gratuits, ils appelaient nos chambres des cellules. Et quand je vous dis qu'on était à Zombieland et qu'on avait l'impression de voir des prisonniers, donc en fait, nous, on était dans des cellules. Donc les autres étaient dans des chambres individuelles avec douche et toilettes, et nous, on était dans des cellules. Je me dis, mais on est en prison en fait ici. Enfin, il y avait vraiment un truc qui était bizarre. Je dis pourquoi il dit pas juste retournez dans vos chambres. Il dit pour ceux qui sont les nouvelles étudiantes, retournez dans vos cellules, les autres retournez dans vos chambres. Ok. Et en fait, le lendemain, et pareil, cette fille, elle avait demandé si elle pouvait partir le samedi soir au lieu du dimanche matin. On lui avait dit non. Je lui dis, mais encore une fois, pourquoi tu demandes? Tu dis, donnez-moi mes clés, je me casse, point. Et en fait, elle me dit, bah, ils m'ont dit non. Je dis, mais, enfin, je me dis, on est en prison, en fait. C'est quoi ce truc? Et en fait, le lendemain matin, elle m'a dit, bah, je pars, en fait, je suis malade, tout ça. Et donc, du coup, je suis partie avec elle, sauf qu'on ne part pas comme ça. Quand on part, il faut voir l'enseignante pour qu'elle donne son aval. Et elle était malade donc depuis presque 48 heures. Et en fait, l'enseignante lui a dit on peut te soigner ici. J'ai dit mais ils sont pas médecins. Elle a décidé de partir et l'enseignante lui a dit les gens qui partent sont des faibles. Et j'ai fait waouh. Bon, moi, en fait, ils ont compris que ma valise, elle était faite. J'ai dit, moi, je pars. J'ai pas. On m'a dit, c'est bon, t'as pas besoin de voir l'enseignante, mais je pense qu'elle a capté que c'était pas la peine de discuter avec moi. Et donc, du coup, la fille avec qui je suis repartie est partie dans le doute en me disant, elle m'a dit que j'étais faible. C'est vrai que j'ai abandonné. Je lui ai dit non, non, alors je vais t'arrêter tout de suite. T'es pas faible, voilà. Et donc voilà, c'est quand même il y a une programmation. Et en fait, on a eu donc le dernier discours auquel j'ai participé
participé qui, pour moi, a mis la cerise sur le gâteau, c'était le côté financier. Le fait de dire en fait que quand on fait Vipassana, il faut donner quelque chose, peu importe ce qu'on donne. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous raconter cette anecdote parce que je crois que ça s'éteint au bout d'une heure, ça fera déjà très long, mais je vais quand même vous raconter rapidement. En fait, l'histoire, c'est il y a un milliardaire qui fait Vipassana. Et à chaque fois qu'il vient, il apporte quelque chose, il vient jamais les mains vides. Un jour, le karma, c'est comme ça qu'il raconte, hein, un jour, le karma fait qu'il perd toute sa fortune, mais il a toujours son terrain, sa maison, etc. Et il se dit, comment je vais faire pour aller là-bas, les mains vides, puisque je n'ai plus de biens, je n'ai plus d'argent, etc. Donc moi, dans ma tête, je me dis, bah, vu qu'il a donné, on va lui donner, c'est un échange, vu que là, nous, on est là, on nous donne ça, etc. Bah, ça doit être un échange. Ah ben pas du tout. En fait, il a dû ramener de la terre qui était au pied de son arbre, parce qu'en fait, on vient jamais les mains vides quand on fait Vipassana. Et je me dis, c'est marrant, ça ressemble un peu à une secte ou à une religion. Ah oui, et il faut savoir aussi que pendant tous les discours, on a le droit à... Nous, on n'est pas une secte, on est laïque, on n'est pas une religion, et ça, on l'a à toutes les sauces. Et en fait, ils disent sur leur site que toutes les religions, tout le monde est bienvenu, etc. C'est faux. C'est faux parce que ceux qui ont une religion, je suis désolée, moi je respecte tout le monde, ceux qui ont une religion s'en prennent plein la tronche pendant les discours. Ils vont avoir mal à leur religion, les gens qui vont y aller. Si vous avez une religion où vous voulez aller là-bas, sachez que vous allez vous en prendre plein la tête parce qu'ils se disent laïcs et ils disent que tout le monde est bienvenu. Mais de ce côté-là, moi je suis pas du tout d'accord. J'ai pas du tout apprécié ces discours qui faisaient anti-religion, etc. Et le fait de demander de l'argent, de dire on donne ce qu'on veut, chacun donne ce qu'il a envie, mais au final on est quand même obligé de donner. Et donc il avait dit aussi, une petite autre histoire, justement qui est en lien avec l'argent sur ce dernier soir. Il disait à ce milliardaire, oui, parce qu'il donnait, ce milliardaire donnait à manger à tous les pauvres. En Inde, il y a plein de pauvres et leur donnait à manger tous les jours. Et donc lui, le Bouddha lui a dit, tu sais, tu n'aides pas ces gens en leur donnant à manger. Ok. Alors je me dis qu'est-ce qu'il va lui proposer? Il va dire il faut que tu construises, que tu fasses construire des monastères pour que les gens soient libérés de leur misère et de leur souffrance et qu'ils apprennent Vipassana. Ah OK, mais ça va pas les nourrir ces gens-là en fait. Enfin voilà, tout tourne en fait et je trouve que ça ressemble beaucoup finalement à des religions ou à des sectes où il faut construire des monuments en l'honneur de Vipassana, tout comme les religions et les sectes au final quoi. Donc voilà, ça m'a aussi profondément dérangée. Je pense que j'ai fait le tour, une heure c'est déjà très long. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui ont été intéressés par cette expérience. Moi je suis très contente d'être partie avant. J'ai pris ce que j'avais à prendre, j'ai gardé mon pouvoir et je me suis dit quand c'était juste pour moi, je pars. J'en ai gardé des bons souvenirs, j'ai rencontré des belles personnes et en tout cas cette technique de méditation dans l'immobilisme aussi m'a beaucoup plu. Donc je continue à le faire, mais je vous ferai une autre petite vidéo pour vous parler de ça. Je vous embrasse, merci de votre confiance, merci d'être resté jusqu'au bout voilà et tout et tout. J'espère surtout que ça vous servira potentiellement, que voilà, gardez toujours le cœur ouvert, votre bon discernement, attention aux programmations parce que voilà, quand il y a un truc qui vibre pas pour vous dans le discours, soyez vigilants et ne prenez pas tout pour argent comptant bêtement comme ça. Ah, c'est Goenka qui parle, etc. C'est un Bouddha. Remettons les êtres humains, on est tous égaux, on est tous pareils, on a tous les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs, on a tous ce divin en nous et on peut tous le révéler. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.